moi, j'ai une croyance fondamentale qui me nourrit depuis, pas depuis très longtemps. Chaque personne, c'est un peu une mine d'or. Et il y a des mines d'or qui sont à ciel ouvert, et des mines d'or qui sont par 4000 mètres de fond. Donc il y a des gens, ça se voit, ils sont lumineux. Et puis il y a des gens, bah, faut creuser, quoi. La mine d'or, elle est enfouie sous les blessures, les soucis et le poids de la vie, quelque part. Et quand on aborde ce thème d'aujourd'hui de l'intelligence positive, on peut se poser la question de nous-mêmes. On a en nous cette part lumineuse, et parfois on est lumineux. Et puis, il y a des moments où on est plutôt sombre, quoi. Et on pourrait prendre un peu de hauteur au moment de commencer pour se dire, bah, est-ce que ces jours-ci, est-ce que je suis plutôt dans la lumière? Est-ce que je suis plutôt lumineuse ou lumineux? Ou est-ce que je suis plutôt sombre? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je laisse émerger? C'est ça que j'ai pris la photo de ces deux enfants là que je trouve très, très lumineux. En plus, il y a le soleil derrière. Ben voilà, de retrouver cette luminosité des enfants. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'intelligence positive, c'est peut-être une façon d'expliquer cette part d'ombre en nous et cette part de lumière. Donc, quel est l'objectif d'aujourd'hui? Ben, je voudrais vous faire découvrir, à partir des lunettes de l'intelligence positive, le fonctionnement de notre mental. C'est bien sûr une approche, il y en a plein d'autres. Et voir comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi, en fait. Comment est-ce qu'on peut être davantage dans cette lumière. Et pourquoi? Bah, pour être bien dans sa peau, pour être aussi performant, pour être joyeux, pour être amoureux. Amoureux de la vie, amoureux des autres, et amoureux de soi. Alors, je vais vous proposer plusieurs fois des temps d'arrêt tout au long de l'exposé. Donc, je vous invite simplement à me suivre et à rentrer dans le petit exercice que je vous propose. Ça durera chaque fois 30 secondes, une minute maxi. Donc, chaque fois que vous verrez cette image-là, ben, on va faire ce qu'on appelle des PQ reps en langage de l'intelligence positive, donc des petits exercices. L'objectif de l'exercice, c'est seulement de se concentrer sur une sensation physique. Voilà, comme ça, je vous donne déjà une info. Je vous expliquerai à la fin de l'exposé pourquoi on fait ça. Voilà, pour vous faciliter les choses, je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Je vais le faire aussi. Et vous allez commencer simplement par frotter votre pouce et votre index l'un contre l'autre avec une pression telle que vous ressentez les moindres aspirations de votre peau. Pour pouvoir quasiment percevoir vos empreintes. Et vous vous concentrez sur la sensation physique. Si à un certain moment vous êtes distrait, il n'y a pas de problème. Vous revenez simplement. Dès que vous vous rendez compte de votre distraction, vous revenez, vous vous concentrez sur la sensation physique. Maintenant, vous pouvez prendre le bout des doigts d'une main et frotter contre le bout des doigts de l'autre main. De nouveau, vous vous concentrez sur les sensations physiques. Descendre jusqu'au niveau de votre paume. Faire pareil, par exemple, vous frottez, je ne sais pas, un vêtement, ou le vêtement que vous portez, ou la table, ou un endroit où vous êtes, vous frottez ce que vous avez sous la main. Vous ressentez le moindre détail de la texture. Concentrez là-dessus.
Voilà, quand ça vous arrange, vous ouvrez les yeux et vous revenez parmi nous. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est du fitness. Je ne sais pas si vous faites du sport, si vous faites du fitness d'ailleurs en salle ou des choses pareilles, ou je suppose qu'il y en a qui font du sport. Ici, ce que je vous propose, c'est du fitness mental. Alors, je ne sais pas si vous faites du fitness mental, peut-être que vous pensez, tiens, bah oui, je fais des mots croisés ou des trucs de ce genre-là. C'est ce je dirais, que si vous faites de la méditation, juste pareil, on pourrait parler là aussi déjà de fitness mental. Si on parle de yoga, par exemple, c'est peut-être un fitness complet, lui, à la fois physique et mental. Mais ce que je vais vous proposer aujourd'hui, justement, c'est du fitness mental. On va travailler, comme on peut travailler sa condition physique, on va quelque part apprendre à travailler notre condition mentale. Alors, c'est quoi, quelque part, avoir une bonne condition mentale? C'est être capable de gérer les défis de la vie avec un esprit positif plutôt que dans le stress. Donc, gérer les défis de la vie, tout ce qui nous arrive, avec un esprit positif plutôt que dans le stress. Alors, si je prends une image, si vous avez une condition physique moyenne et que vous décidez de faire une rando, vous allez choisir une rando pas trop longue, 15-20 km, peut-être un peu plus, avec un dénivelé qui soit pas trop important, et vous allez vous arranger pour que les conditions météo soient OK, quoi, que ce soit pas le déluge de la neige ou plein gel ou des choses pareilles. Et si pendant votre rando, là, vous tombez tout d'un coup sur un mur, sur une montagne, là, votre condition physique moyenne ne va pas vous permettre de passer cet obstacle-là. Alors, dans la vie, quelque part, c'est pareil. Si j'ai une condition mentale moyenne, tous les petits obstacles, les petits défis de la vie ou les défis moyens, j'arrive à les passer de façon plus ou moins positive. Mais quand il y a quelque chose de plus important qui me tombe dessus, je perds mon job, une maladie ou des choses pareilles, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis, on remarque souvent que même avec des défis qui ne sont pas très importants, je me laisse quand même emporter souvent, ça dépend bien sûr de chacun et de sa fameuse condition mentale. Alors face à une montagne, en fait, il y a deux réactions. Je suis face à une montagne et je ne vois pas du tout comment je vais y arriver parce que je ne sais vraiment pas comment faire. Deux attitudes possibles. La première, c'est le problème, c'est la montagne. Et donc, je tombe dans la plainte. Cette montagne, qu'est-ce qu'elle fout là? J'avais cherché une rando, là, on m'avait dit que c'était difficulté moyenne. Et voilà, sur le chemin de la rando, là, il y a une montagne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je commence à plaindre, enfin, c'est lamentable, c'est honteux, mais non, je peux que faire demi-tour, et ainsi de suite. Première attitude, la plainte. Le problème, c'est la montagne. Deuxième attitude, cette montagne, c'est un défi. Waouh, j'avais pas prévu ça. Ça, c'est incroyable, ça me donne envie de voir comment je peux passer de l'autre côté, mais je ne sais pas comment faire. Je vais apprendre, à qui est-ce que je pourrais demander, de l'aide? Là, aujourd'hui, ça ne va pas aller, mais je vais revenir. Et voilà. Et puis, une fois que j'aurai appris à passer cette montagne, les montagnes suivantes me paraîtront bien sûr beaucoup plus faciles à passer et je vais pouvoir aborder des montagnes encore plus importantes. Donc, le fitness mental, pourquoi? Pour être serein, pour ressentir vivre dans une paix intérieure, pour avoir de meilleurs résultats et pour avoir des relations plus saines. Comment? C'est là que c'est impressionnant. En fait, avec l'approche que je vais vous proposer, c'est en développant simplement 3 muscles. Bien sûr, 3 muscles, c'est bien sûr une image, mais principalement 3 axes à développer. Alors, d'où ça vient? Ça a été développé par un Américain qui s'appelle Shirzad Chamine, l'impression qu'il doit être d'origine pakistanaise, quelque chose de ce genre-là. Il a écrit un bouquin qui est devenu vraiment un best-seller. Il est traduit dans une vingtaine de langues, mais en français, il est épuisé. Vous le trouverez facilement en anglais, donc qui s'appelle simplement l'intelligence positive. Il a travaillé avec l'université de Stanford pour développer son modèle, son approche, à partir de 4 piliers. Il y a la psychologie positive, il y a les sciences de la performance
Il y a tout ce qui est neurosciences qui est vraiment très présent aussi, et puis tout ce qui est psychologie comportementale et cognitive. Il a fait vraiment des enquêtes énormes sur des milliers et des milliers de personnes, et beaucoup travaillé également plutôt avec des CEO et des gens au niveau de la direction qui étaient. Il est coach à l'origine, informaticien également. Alors, une des méthodes qu'il a utilisées, c'est l'analyse factorielle. C'est-à-dire, je ne connaissais pas trop, j'avais déjà entendu ce terme, mais sans m'y intéresser trop. L'idée de l'analyse factorielle, c'est à partir de plein de facteurs, de revenir quelque part à l'essence du problème, à trouver vraiment les racines fondamentales de façon à simplifier les choses. Et c'est vraiment ce qu'il a voulu faire avec cette approche du mental, c'est de trouver quelque part ce que lui appelle notre système d'exploitation. Et il va dire par exemple que l'intelligence positive est vraiment le système d'exploitation, et là-dessus on peut mettre, je sais pas moi, de l'intelligence émotionnelle, on pourrait mettre la communication non violente et un tas d'autres applications quelque part, mais il présente son modèle vraiment comme ce système d'exploitation. Donc une simplification radicale, et je dois dire, moi, c'est une des choses qui m'a vraiment attiré et que j'aime beaucoup dans ma pratique de coach, c'est que ça permet d'aborder les choses de façon toujours très très simple. Si je fais une comparaison pour l'analyse factorielle, c'est l'idée des couleurs. Si on aborde les couleurs, on peut dire qu'il y a une infinité de couleurs. Si on applique l'analyse factorielle aux couleurs, on arrive au fait qu'il y a 3 couleurs fondamentales. Et donc les choses là deviennent très très simples. Il suffit que j'ai mes 3 pots de peinture, mes 3 tubes, et avec ça, je peux dessiner, peindre n'importe quoi avec n'importe quelle couleur. Alors, à la base, ce qu'ils ont remarqué, et là c'est tout l'aspect neurosciences, c'est que dans notre cerveau, il y a entre autres 2 régions. Il y a la région qui s'active, on voit vraiment les circuits neuronaux s'activer quand je suis dans des émotions plutôt désagréables. On appelle ça les émotions négatives. Personnellement, je n'aime pas parler d'émotions négatives parce que je trouve qu'elles sont plus constructives, mais des émotions qui sont désagréables, comme la peur, la colère, la honte, la culpabilité, frustration, toutes des choses de genre-là. On va activer une certaine partie de notre cerveau. De l'autre côté, il y a une autre partie de notre cerveau qui est activée quand je suis plutôt dans la paix, dans la joie, dans la sérénité, dans la créativité, compassion, l'empathie, tout ce qui est curiosité. Le cerveau qui est activé par les émotions plutôt désagréables, pénibles, il a appelé ça, Chami, le cerveau de la survie. Et ce cerveau de la survie, son fuel quelque part, c'est le stress. Plus je stresse, plus je développe ma peur, plus j'ai peur, plus j'ai du stress. C'est une espèce de cercle vicieux qui peut s'auto-alimenter si je ne gère pas mes émotions. Et le cerveau de la survie, il en parle comme le pays des 10 saboteurs dont je vais vous parler tout à l'heure. Alors, de l'autre côté, moi j'ai traduit ça par le cerveau de la vie. J'ai envie d'y mettre quelque part un grand V, mais la vie pleine. Et là, le fuel, c'est l'amour. L'amour étant défini comme cette envie que j'ai de moi, cette énergie que j'ai de moi à me donner gratuitement et tel que je suis, de façon tout à fait vulnérable et gratuite, sans masque, un peu pas l'ego, quoi, celui que je suis vraiment, mon soi. Et aussi le fait d'accueillir l'autre tel qu'il est, dans cette même gratuité et sans vouloir le changer. Ça, Chami appelle ça le pays du sage. Et on sent bien qu'au sein de nous-mêmes, il y a quelque part un combat. Chami, c'est un passionné de Star Wars, et donc il parle du combat entre Dark Vador et le Jedi. Et on sent bien ce combat régulier en. Alors, d'un côté, donc, vous avez le pays des saboteurs avec comme fuel le stress, de l'autre côté, le pays du sage avec comme fuel l'amour. Et je peux me poser la question finalement, mais moi, lequel des deux m'anime? Et c'est assez facile à détecter. Il suffit de voir quelles sont les émotions qui m'habitent le plus souvent. Alors on aurait envie de dire, mais non, moi c'est l'amour et ainsi de suite. Mais finalement, est-ce que je suis tout le temps dans des émotions plutôt positives et agréables, dans la paix, dans la sérénité,
ou est-ce qu'il m'arrive aussi, quelque part, d'être dans des émotions plus négatives, des émotions de peur, de stress, et ainsi de suite. Et ces deux parties-là, les deux fonctionnent. Ce sont vraiment deux moteurs. Et ces deux moteurs fonctionnent. Ma croyance, quelque part, c'est que une grande partie du monde, et à mon avis, sa majorité, la plus grande partie du monde, utilise comme moteur justement ces fameux saboteurs. Le stress. C'est la peur qui motive, je pense, la majorité des gens. Je suis peut-être un peu négatif dans mon regard, mes lunettes sont peut-être un peu sombres là. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. Mais en tout cas, la peur, ça fonctionne. Alors, c'est la peur de quoi? La peur du manque, la peur de ne pas être assez, la peur de l'échec, la peur de ne pas être à la hauteur de ce que mon père espérait de moi, et ce père qui est peut-être déjà mort d'ailleurs depuis des années, mais qui continue quelque part à être présent par cette peur-là, la peur d'être dépassé, la peur de ne pas être le premier, la peur de décevoir. Enfin, on peut imaginer un tas de choses-là qui sont autant de moteurs qui nous font bouger. Alors, le truc, c'est que cette peur, ce stress, entraîne la réussite, on peut entraîner en tout cas la réussite, mais pas l'épanouissement. Je ne peux pas vraiment être pleinement heureux en étant dans le stress. Par contre, de l'autre côté, si je suis du côté de la vie, là, j'ai également de la réussite, je peux également avoir des échecs, ce ne sera pas un problème. Mais par contre, là, je suis avec une énergie durable, une énergie de l'amour, et là, je serai dans l'épanouissement, et là, je peux trouver mon bien-être. Donc, pourquoi se priver à la fois de la réussite et du bien-être, plutôt que d'avoir la réussite, éventuellement, mais sans le bien-être. Alors, l'analyse factorielle, qu'est-ce qu'elle a donné à partir de là? C'est qu'il y a 3 muscles à travailler, 3 axes à travailler à l'origine de notre fitness mental. Ce premier muscle, c'est le fait d'intercepter les saboteurs. Le deuxième, c'est de booster les pouvoirs, il y a 5 pouvoirs de ce fameux sage qui habite le cerveau de notre vie, le cerveau de la vie, cette région-là de notre cerveau. Et le troisième muscle, c'est cette capacité de basculer du mode survie, donc du mode stress, au mode vie, au mode amour. À ce stade-ci, ce que je vous demande donc de retenir, c'est qu'il y a 2 régions dans notre cerveau. Une région qui a comme fuel le stress, qui est animée par des émotions plutôt désagréables, de honte, de culpabilité, de colère, de peur, et une autre région qui est la région de la vie, qui est animée par des émotions agréables, des émotions de sérénité, de paix, de créativité, de curiosité, et qui a comme fuel donc l'amour. Et pour vivre davantage dans cette région de la vie, il y a 3 muscles quelque part à travailler. C'est ceux qui se trouvent là sur la vie actuelle. Voilà. Avant de passer à l'explication de ces 3 muscles, je vous propose de reprendre un petit temps d'exercice. Voilà. De nouveau, je vous invite à fermer les yeux et à suivre simplement ce que je vous invite à faire. Je vous invite à respirer assez profondément et à vous concentrer sur le mouvement de votre estomac quand vous respirez, de votre ventre. Observez ces vagues, l'estomac qui monte, qui descend. Et maintenant, vous vous concentrez sur la différence de température entre l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez. Essayez de percevoir cette différence de température.
Et puis encore un petit exercice sur l'ouïe. Je m'invite à me concentrer sur les bruits lointains, de percevoir les bruits les plus lointains possibles. Maintenant, vous prenez les bruits les plus proches de vous, ou carrément en vous. Par exemple, prendre le bruit de votre respiration. Voilà, quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. Alors, premier muscle, l'interception des saboteurs. D'abord, c'est quoi ces saboteurs? Ces saboteurs, vous pouvez vous imaginer, ce sont toutes ces petites paroles là, qui viennent, ces pensées qui vous viennent et qui sont plutôt négatives. Si je prends par exemple ce qui aurait pu m'habiter à l'approche de cet exposé, c'est de dire ouais, ton truc, tu vas les emmerder avec ta conférence. 1 heure, quoi. Tu vas leur parler pendant 1 heure. Mais rappelle-toi, la dernière conférence que tu as suivie, qui a duré 1 heure, c'est qu'est-ce que ça t'a fait chier, quoi, le type, là. Toi, tu vas les emmerder. Et puis bon, bah, est-ce qu'ils vont comprendre d'abord, hein, est-ce qu'ils vont comprendre? Toi, tu as perçu la finesse du truc, mais eux, est-ce qu'ils vont comprendre vraiment toute la richesse qu'il y a là derrière, quoi, hein? Et puis, une conférence en Zoom, quoi. C'est absurde. C'est assez absurde. Toi, tu te nourris du public, de l'énergie du public quand tu donnes une conférence. Et là, tu vas rien voir, quoi. Tu es devant ton PowerPoint avec tes 2 écrans, là, c'est vraiment la merde, quoi. Voilà. Ça, c'est toutes ces pensées-là qui viennent nous saboter d'une façon ou d'une autre tout au long de nos journées. Et si on ne fait rien, bah, qui risque de nous envahir de plus en plus. Alors, dans ces saboteurs, donc il y en a 10 au total, on les a pas tous, les 10. Mais il y en a un qu'on a tous. C'est le patron, c'est le parrain de la mafia, c'est le juge. Et le juge, il fonctionne suivant 3 axes que j'ai un peu illustrés dans l'exemple que je vous ai donné là, tout de suite à propos de ce que j'aurais pu, les pensées qui me seraient venues en préparant cette conférence. Et donc, le premier axe, c'est le jugement de moi-même. Je ne suis pas à la hauteur, je pourrais faire mieux, ça va pas, tu vas pas y arriver, c'est quand même pas terrible, et ainsi de suite. Donc tous ces jugements sur moi-même qui me viennent à l'esprit, de nouveau, tout au long de mes journées ou des choses que je fais ou que ça se passe pas tout à fait comme je le souhaiterais. Le second axe du juge, c'est les autres. Il va juger les autres. Donc toutes les critiques qu'on peut entendre vis-à-vis des autres et qui nous viennent. Oh, ben, ils sont comme ceci, ils sont comme ça va pas. De toute façon, ils en ont rien à foutre. Toutes des choses comme ça qui nous viennent, qui vont aller critiquer les autres. Alors, il y a un troisième axe que je trouve intéressant et dont on n'est pas toujours conscient, c'est les circonstances. C'est notre jugement par rapport aux circonstances. C'est vraiment, bah oui, c'est la merde, de toute façon, dans une situation pareille, qu'est-ce que je pourrais bien faire? C'est foutu. Et ainsi de suite. Donc le juge, il va vraiment nous envoyer des jugements par rapport à soi-même, aux autres et aux circonstances. Et ce juge, il travaille jamais seul, il est accompagné de 9 complices. C'est les 9 autres saboteurs, qu'on appelle donc les complices du juge. Ceux-là, on les a pas tous. D'après Chamine, c'est quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est acquis. Par contre, c'est quelque chose qui peut prendre de l'ampleur lors de notre enfance, avec notre vécu comme mécanisme de survie. Hein. Pour que ça ait du sens, je vais développer certaines attitudes qui sont de l'ordre de ces saboteurs.
Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que chacun de ces saboteurs, en fait, cache une qualité. C'est un peu comme si c'était la caricature de mes qualités. Un peu si je prends le modèle du cadran d'Hoffman, c'est mon piège, quoi. C'est l'excès de ma qualité. Alors, je vais les passer en revue chacune. Je vous avais proposé de faire le test, hein, cet assessment qui vous permet, en répondant à des questions, de voir quels sont mes saboteurs. D'après ce test, hein, ce n'est qu'un test comme il y en a plein d'autres. Vous connaissez probablement mieux vous-même que ce que ces questions peuvent révéler. Mais enfin, personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, d'abord, comment est-ce qu'ils fonctionnent, chacun de ces saboteurs? Ils ont une promesse. Je vais l'illustrer avec ce premier ici, avec l'esquiveur. Donc en anglais, c'est l'avoider, pour ceux qui ont fait le test. Et donc sa promesse, c'est de me rendre la vie plus agréable. Ils ont également une stratégie. Et sa stratégie, c'est éviter les conflits, éviter les situations difficiles, éviter les choses difficiles. Donc plutôt procrastiner, hein. Oh, ce truc-là, je ne vais pas lui en parler maintenant. D'ailleurs, ça va s'arranger tout seul. Demain, il aura oublié. Ah, cette histoire-là, mais ça, c'est compliqué. Je vais commencer par ce truc plus facile. D'ailleurs, ça j'ai envie de faire. L'autre truc, j'ai pas trop envie. Je ferai ça demain, et ainsi de suite. Donc ça, c'est l'esquiveur. Le résultat, comme chez la plupart des saboteurs, le résultat à court terme est assez positif. Ben, la vie est belle, quoi. Je suis bien. Je suis dans ce que j'aime faire. Le conflit qui m'emmerde, je l'ai parqué. Ce que j'aime pas faire, ben, je le fais pas. Je fais quelque chose que j'aime bien faire. Et donc, à court terme, je suis bien. Évidemment, à long terme, le conflit que j'ai pas géré, il me revient dans la figure comme un boomerang. Le truc que j'ai procrastiné, ben, à un moment, je devrais bien devoir le faire et je vais devoir le faire dans l'urgence et dans le stress de plus en plus important. Donc, l'esquiveur, en fait, il génère pas mal de stress et c'est de nouveau ce principe du stress qui alimente nos saboteurs et qui me pousse à faire des choses, mais dans des circonstances qui sont souvent très désagréables et pénibles et où je vais faire des choses probablement qui sont pas du tout idéales. Deuxième saboteur, c'est le contrôleur. Alors, je crois que le mot, le titre lui-même dit assez bien. Sa promesse, c'est d'obtenir des meilleurs résultats. La stratégie, c'est de tout contrôler. En termes de management, en coaching, je coach beaucoup de managers et de patrons. Il y en a beaucoup qui sont là-dedans. Et s'ils sont arrivés là où ils sont arrivés, c'est aussi parce qu'ils ont ce saboteur-là. Donc, ça donne des résultats. Seulement pour eux-mêmes, c'est extrêmement désagréable et ça leur donne une limite. Parce qu'à certains moments, ils savent plus tout contrôler quand leur boîte grandit. Et ils partent en vrille. Et souvent, ils commencent à travailler la nuit, ils commencent à travailler le week-end et tout. Problèmes familiaux, problèmes avec les enfants, micromanagement, ils emmerdent toutes leurs équipes. Et ça se passe donc extrêmement mal à long terme. Donc, à court terme, ils ont l'impression que tout est sous contrôle. Tout se passe comme je veux, je contrôle tout. À long terme, j'arrive plus à tout contrôler. J'emmerde les gens avec qui je travaille. Et la situation se dégrade de plus en plus. L'hyperperformant, sa promesse, c'est d'obtenir une meilleure image de soi. Et comment? Ben, la stratégie, c'est de se fixer des objectifs très ambitieux et de s'y attacher à travers tout. Toujours vouloir être le premier, toujours avoir cette certification en plus, comme pas mal de coachs ont toujours besoin d'avoir la formation de plus parce que voilà, là je vais être meilleur et toujours vouloir plus, en fait, jamais être content de ce que j'ai. À court terme, ben, je me sens boosté par mes résultats. À long terme, je suis insupportable avec les autres. Je suis dans le stress, je suis dans l'épuisement et je risque quelque part le burn-out. Quatrième saboteur, il n'y a pas d'ordre. Hein, comme je vous ai dit, vous en avez probablement certains qui sont plus développés que d'autres qui ne vous parlent pas du tout. Donc le quatrième, l'hyper-rationnel. Donc la promesse là, chacune de ces promesses est un mensonge, quelque part, comme vous l'avez compris. Sa promesse, c'est de prendre des meilleures décisions. La stratégie, ben, c'est de ne pas écouter ni mon intuition, ni mes émotions que je ne peux pas contrôler. Donc, je prends toutes mes décisions à partir de ma raison. Donc, vraiment, quelque chose des décisions rationnelles. Et à court terme, ben, ça marche. Ça me permet de prendre des décisions très, très, très rapides. Je fais une colonne, les plus, les moins, terminé. Il y a plus de plus, et donc je vais par là. À long terme, évidemment, la majorité
des grandes idées viennent quelque part de l'intuition. Si je tiens pas compte des émotions, bah, ces émotions, c'est elle qui gère beaucoup de choses, et en tout cas dans l'aspect relationnel et ainsi de suite. Si je tiens pas compte des émotions, bah, très très vite, ça foire complètement. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Cinquième saboteur, c'est l'hypervigilant. C'est celui qui, chez moi, est le plus développé. Typiquement, pour vous faire le lien avec l'enfance, donc ici, moi, entre mes 10 ans et mes 20 ans, l'entreprise familiale était en grosse difficulté. Et finalement, à mes 20 ans, elle est tombée en faillite. Donc, pendant 10 ans, il y avait une espèce d'épée de Damoclès au niveau de mon père et de son job, et qui a fini quelque part par tomber. Et là, on a dû vendre la maison, les meubles, et ainsi de suite. Et donc, j'ai développé là une peur du manque, sur laquelle j'ai énormément travaillé à partir du moment où j'ai commencé le coaching, sans avoir vraiment de résultats. J'avais suivi des formations sur la relation à l'argent, entre autres, et ces choses-là. Et c'est vraiment à travers la méthode ici, quand je suis en train de vous développer, que j'ai vraiment réussi à gérer ça et à vivre ces difficultés de façon tout à fait positive. Et c'est vraiment pour moi c'est une des choses qui m'a vraiment convaincu quand j'ai vu le résultat sur moi-même par rapport à ce truc-là. Donc l'hypervigilance, c'est quoi? Sa promesse, c'est de se protéger soi-même ainsi que ses proches. Et sa stratégie, c'est quoi? C'est de s'inquiéter au moindre signal. Dès qu'il y a le moindre risque, je crie au feu, danger, je crie au loup. Donc typiquement, moi personnellement, dès que il y avait, c'est pas une période un peu de creux au niveau des rentrées, je dis tiens, mais là, dans 2-3 mois, là, j'ai pas beaucoup de commandes, ça va aller mal, je commençais à paniquer ou des choses pareilles. Dès qu'il y avait, je sais pas, une grosse facture qui arrivait, je dis mais comment je vais payer ça, et ainsi de suite. Et alors chaque fois, j'en parlais à mon épouse. Et au début, elle s'inquiétait avec moi. Et puis, très, très vite, elle a vu que, non, en fait, il n'y avait jamais de vrai problème, quoi. Et donc, le problème, c'est qu'à court terme, on a l'impression d'être en sécurité parce qu'on fait attention à tout. C'est extrêmement désagréable parce qu'on est tout le temps dans le stress. Mais le problème, à long terme, c'est comme on crie au feu tout le temps. Les autres, la première fois, ils sortent du bâtiment parce qu'ils ont peur qu'il y ait le feu, quoi. La seconde fois, ils le font de nouveau. La troisième fois, ils le font à reculons. Et la quatrième fois, ils disent bon, maintenant on a compris, quoi. Ils crient au feu tout le temps. C'est chaque fois des fausses alertes. Et ils sortent plus. Et le jour où il y a réellement un danger, là, il n'y a plus personne qui sort et plus personne qui vous écoute. Et là, c'est la même. Hyper vigilant. Le sixième, c'est le fait plaisir, bien connu, hein. Donc, la promesse, être aimé de tous. La stratégie, c'est de dire des choses gentilles, être agréable, toujours dire oui. Hein, on rencontre beaucoup de gens parmi nos clients en coaching qui ont beaucoup de mal à dire non. Ce sont des pleasers, comme on dit en anglais. Ils ont ce driver qui fait plaisir. À court terme, c'est du réconfort, quoi. Hein, les gens sont sympas avec moi, ils m'aiment bien parce que je suis gentil avec eux, quoi. Oui, je dis toujours oui. Hein. Par contre, à long terme, j'ai une frustration profonde parce qu'en fait, je me rends compte que les gens, ils m'apprécient non pas pour celui que je suis vraiment, mais simplement parce que je suis un gentil, quoi. Je suis un brave. Quand ils ont des problèmes, je viens les aider. Et je dis oui pour tout, quoi. Et je m'oublie moi-même quelque part. Donc ils ne m'aiment pas pour qui je suis, ils m'aiment pour ce que je fais pour eux. Le septième, c'est l'agité, le restless en anglais. La promesse, c'est de vivre pleinement sa vie. Vraiment, une vie bien pleine, là où, moi je suis vivant, quoi. Je suis vraiment un vivant. Et donc, la stratégie, c'est d'être tout le temps en action. Le résultat à court terme, c'est vraiment cette impression de vie et d'énergie. Hein, oui, la vie est passionnante, on bouge tout le temps, j'ai plein de projets, je fais plein de trucs à la fois, j'ai 3 métiers, et waouh, quoi, la vie est super, c'est extra. Mais à long terme, j'ai quelque part une impression de vide parce que je fais rien à fond, ou en tout cas j'ai du mal à faire les choses à fond. Parce que finalement, qu'est-ce qui a du sens là-dedans? Après quoi est-ce que je suis en train de courir dans tous les sens?
Et je suis tout le temps dans cette impression d'agitation. Et ce n'est plus vraiment de la vie, c'est de l'agitation. Le huitième, c'est le stickler en anglais, donc c'est le maniaque. Donc la promesse, c'est plus de paix et de joie par le perfectionnisme. Donc si c'est parfait, bah, c'est nickel. Et là, je serai vraiment reposé. Tout est nickel. Je peux dormir sur mes deux oreilles. Donc la stratégie, c'est ce que j'ai appelé la perfection du perfectionnisme. Et à court terme, bah, c'est très rassurant. J'ai tout vérifié, tout est nickel, tout est comme je veux. Bon, j'ai mis 5 fois le temps qu'il fallait pour le faire, mais en tout cas, c'est impeccable. Et très très vite, bah, comme je prends plus de temps que ce qu'il faut pour faire les choses, vous connaissez la loi de Pareto, hein, 20% du temps pour arriver à 80% du résultat et 5 fois plus de temps pour arriver à 100%, quoi, au perfectionnisme. Et donc, c'est pas du tout rentable, c'est pas du tout intéressant. Je suis aussi très difficile avec tous ceux qui m'entourent parce que je suis jamais content. Je vois la moindre brindille qui dépasse et donc je suis tout le temps stressé. Et donc, cette sérénité promise, ben, en fait, je ne l'ai pas du tout, bien au contraire. C'est le maniaque. Alors, le neuvième saboteur, c'est la victime, qu'on connaît également bien en coaching, je crois. Donc, sa promesse, c'est de recevoir plus d'amour des autres. Pour que les autres fassent attention à moi et de la compassion pour moi, pour que les autres m'aiment, je vais me plaindre. Je vais me plaindre, je vais tout le temps être dans cette plainte. Alors, de nouveau, à court terme, ça fonctionne. Hein. Je parle de mes problèmes et j'attire à moi des gens qui veulent m'aider et qui me donnent de la sympathie par compassion, simplement. Et puis, à long terme, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens qui, là-dedans, sont un peu des entrepreneurs, des gens qui bougent, qui aiment, qui veulent avancer dans la vie, ben, ces gens-là, ils en ont marre, quoi, parce qu'ils m'ont proposé des trucs, ils ont voulu m'aider, et ainsi de suite. Et moi, je continue à me plaindre tout le temps. Et par contre, ceux qui restent, c'est ceux qui, comme moi, n'arrêtent pas de se plaindre. Et là, en fait, je forme autour de moi l'espèce de chœur de la tragédie grecque avec des gens qui passent leur vie à chanter des plaintes et à ne pas avancer, à ne pas être acteur dans grand-chose. Voilà, les 9 saboteurs. Voilà, là, c'est le résultat que vous avez eu. Hein. Je ne sais pas si tout le monde a pu faire le test, mais comme je vous disais, concentrez-vous sur les 2-3 premiers. En travaillant sur les 2-3 premiers, en fait, vous emporterez aussi tous les autres. En n'oubliant pas que le plus gros, finalement, c'est le juge. Qu'est-ce que je me dis sur moi-même, qu'est-ce que je dis des autres et qu'est-ce que je dis de la situation. Alors, il y a un danger par rapport à ce que je viens de dire et tout ce que j'ai dit sur les émotions négatives. De croire que finalement ces émotions sont mauvaises. C'est pour ça que j'aime pas les appeler négatives. Je crois qu'à vous coach, je dois pas insister là-dessus. Mais l'idée c'est vraiment de dire ben non, ces émotions négatives c'est pas un problème. Elles sont là pour nous transmettre un message. C'est le message de l'intelligence émotionnelle. Le problème c'est pas l'émotion. Le problème c'est ce que j'en fais. Si au lieu d'écouter le message. Tiens, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en insécurité par rapport à quelque chose? Est-ce que je manque de préparation, je manque de clarté, donc de 3 besoins liés à l'émotion de la peur, et je travaille là-dessus, quoi. Donc, je sors tout de suite de l'émotion. Enfin, je sors de l'émotion en pratiquant un peu de respiration ou autre chose, chacun son truc, et puis je vais dans ce côté créatif, exploration, pour aller trouver, tiens, qu'est-ce qui me manque, quoi. Répondre aux besoins dont me parle mon émotion. Le problème, les saboteurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous gardent dans l'émotion. Donc, on est dans la merde et on tourne bien dedans, quoi. Et alors, ça pue de plus en plus. C'est vraiment cette idée-là. L'image qu'utilise Chamine, je la trouve extrêmement puissante, c'est de dire, ben voilà, il compare à la douleur physique, il dit, si vous mettez votre main sur une plaque brûlante, ben vous allez la retirer tout de suite, quoi. Et la douleur, elle est bien sûr, elle est positive, parce qu'imaginez que vous n'auriez pas de ressenti de la douleur, vous laisseriez votre main sur la plaque,
Après une minute ou deux, ça va commencer à sentir bon le barbecue, et puis après, ça va sentir carrément le cramé, et vous avez perdu votre main. Et donc, cette douleur, elle est positive. Mais si je laisse ma main sur la plaque, donc si je reste dans mon stress, dans ma honte, dans ma culpabilité, dans ma colère, bah là, c'est comme si je laissais ma main sur la plaque brûlante. Ça fait vraiment des dégâts vraiment. Voilà. Donc l'émotion négative, c'est OK pendant une seconde, hein, comme un signal d'alerte. Après, si je les cultive, je tombe dans le monde des saboteurs. Okay. Petite précision. On fait encore une petite séance d'exercice, ça me permet de faire découvrir d'autres exercices. Voilà. J'invite à fermer les yeux. Qu'est-ce que je vais vous faire vous allez bouger vos orteils dans vos chaussures. Vous allez essayer d'identifier le plus d'orteils possible, donc en les bougeant un à la fois. Vous voyez combien vous êtes capable d'en identifier. Vous pouvez vous concentrer sur le poids de votre bassin sur la chaise où vous êtes, le fauteuil, votre assise. Sentez tout ce poids. Faire la même chose avec le poids de vos bras sur la table ou sur les accoudoirs de votre fauteuil, ou là où ils sont posés. Sentez tout le poids de vos bras. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur vos battements de cœur. Essayez de ressentir vos battements de cœur. Voilà, quand vous êtes prêt, vous ouvrez les yeux. On a donc passé le plus gros chapitre, le chapitre qui explique les saboteurs. On va passer maintenant au second muscle à développer. Donc, c'est le fait de booster les pouvoirs du sage. Je vous ai parlé de ce sage, on pourrait dire, j'avais envie de dire un vieux sage, mais c'est comme un ancien, quoi. C'est hors d'âge. C'est vraiment cette sagesse qui peut nous habiter quand on est dans ce mode-là, quoi, quelque part. Et donc, c'est cette situation, cette région du cerveau qui est associée aux émotions positives, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la paix, la sérénité. C'est aussi cette région du cerveau où on a ces idées qui sont claires. Chamine, il parle d'idées qui sont laser, quoi. C'est extrêmement clair et précis. C'est aussi la région du cerveau où il y a toute cette créativité, une vision aussi élargie, cette capacité à prendre de la hauteur par rapport à ce que je vis moi-même ou par rapport à la situation ou à ce que vivent d'autres. Contrairement au juge qui va aller pointer là un petit détail qui ne va pas. Ici, non, je prends de la hauteur et
En étant dans cette hauteur, je ressens vraiment cette sérénité-là. Et alors, il y a la perspective du sage qui est vraiment à la base de l'intelligence positive. Et cette perspective, c'est que chaque événement ou circonstance peut être transformé en cadeau ou en opportunité. C'est pas le positivisme, hein, c'est pas chouette, je suis malade, c'est magnifique. Non, c'est pas de voir toute la vie en rose, mais c'est cette croyance fondamentale que dans tout ce qui m'arrive, je peux en tirer quelque chose de bon et de fort pour moi ou pour d'autres. Ça ne supprime pas du tout et ça ne nie pas du tout la douleur. Chamine prenait l'exemple d'une dame qui a perdu son fils parce qu'il a été écrasé par un alcoolique au volant. Et donc il dit, ben, toute la vie de cette maman a été profondément douloureuse par l'absence de ce fils parti trop tôt. Par contre, le cadeau, surtout pour le monde qui est ressorti de là, c'est qu'elle a créé, c'est aux États-Unis, et elle a créé une association qui lutte contre l'alcoolisme chez les jeunes et qui se bat pour la prévention de l'alcoolisme et de ce type d'accident chez les jeunes, une association qui a eu énormément de succès là-bas. Et donc, c'est de ça qui parle vraiment. Il y a ce danger, et on doit vraiment être attentif à ça, de ne pas venir avec nos gros sabots et quand quelqu'un est dans la souffrance, dire, tu sais, ça va aller, tu verras, tu vas avoir un gros cadeau là. Hein, non, c'est vraiment bien sûr d'être dans la reconnaissance totale de la douleur, de la souffrance de la personne, mais tout en ayant cette vue de, OK, là, il y a quelque chose à recevoir. Là. Mais c'est probablement pas tout de suite la coupe du deuil que vous connaissez aussi, hein, le cadeau caché, il arrive après, il n'arrive pas tout de suite. Chamine utilise un conte qui est l'histoire d'un étalon. Je vais vous le raconter rapidement pour illustrer ce principe des sages, hein, que dans toutes circonstances, il y a aux situations de la vie, il y a toujours un cadeau ou une opportunité. C'est bien sûr un conte chinois, hein, sinon c'est pas un conte sérieux. Et donc c'est en Chine, à un moment, je ne sais pas quand, il y a un fermier, il y a un étalon. Et ça fait déjà pas mal de temps que ce fermier, avec son étalon, il fait des courses. Et là, son étalon, il a gagné la course. Et donc les voisins et la famille du fermier viennent le trouver pour lui dire attends, c'est super, là, ton cheval, là, il a gagné la course, c'est magnifique, vraiment une grande carrière devant lui. Et le fermier répond qui sait ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Une semaine passe, et dans le coin, il y a une bande de brigands et de voleurs là, qui viennent piquer l'étalon dans la ferme, qui viennent le voler. Parce qu'évidemment, il a pris de la valeur. De nouveau, les voisins, la famille s'amènent et disent enfin, pas de chance, tu as perdu ton étalon juste au moment où il commençait à avoir des résultats incroyables, c'est vraiment triste, c'est vraiment pas de chance. Enfin, voilà. Et de nouveau, il sort sa réponse qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quelques jours plus tard, l'étalon s'enfuit de chez ces voleurs, là où il était retenu, et retourne à la ferme. De nouveau, les voisins viennent le trouver, dire super, ton étalon est revenu, tu vas pouvoir reprendre la course et il va gagner, c'est sûr, et ainsi de suite. Et de nouveau, le fermier, il répond qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Là, les voisins commencent à se dire tu es là, il commence à avoir un problème, celui-là, il devient vieux. Et quelques jours plus tard, il y a le fils du fermier qui a à peu près 18 ans et qui entraîne le cheval à fond et le cheval l'éjecte, il se casse la jambe. Les voisins reviennent, ils se disent ton fils s'est cassé la jambe, paraît-il, il dit c'est vraiment pas de chance, et ainsi de suite. Et puis, évidemment, ils l'entendent arriver, le fermier leur dit qui sait ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quelques semaines plus tard, le fils est dans le plâtre, la guerre éclate. C'est le seigneur de la région voisine qui vient attaquer la région où se trouve le fermier. Et donc, les recruteurs passent dans les maisons pour enrôler les jeunes, enfin tous ceux qui sont aptes au combat. Et ils arrivent à la ferme, et là, le jeune de 18 ans, il a le pied dans le plâtre. Il n'est pas apte au combat, et donc ils ne le prennent pas. Là, les voisins ne viennent pas. Leur fils a été emporté.
au combat. Et donc, voilà. Et donc, cette histoire-là, clairement, c'est ce qui nous arrive, on peut toujours le prendre de deux façons. Hein, et se poser la question, en fait, quelle perspective est vraie, quoi. Est-ce que c'est la perspective des saboteurs qui dit c'est mauvais, ou est-ce que c'est la perspective du sage qui dit c'est un cadeau? Et la réponse, là, quelque part, c'est en fait ce que je crois. Si je crois que c'est mauvais, il y a beaucoup de chances que ça tourne mal. Je tourne dans mes émotions négatives et je vais vers du négatif. Si je crois quelque part qu'il y a un cadeau, ce cadeau, je vais quelque part le chercher. Et quand il sera là, je vais pouvoir l'accueillir, je vais pouvoir découvrir cette opportunité. Si je suis en mode saboteur, tout est mauvais, je ne suis pas ouvert à recevoir quoi que ce soit. C'est comme si mes bras, mes mains étaient totalement fermés et incapables de recevoir quoi que ce soit. Donc la perspective qui est vraie, c'est celle que je crois, c'est celle-là qui va se vérifier. Alors plutôt que d'être comme le fermier qui a une attitude assez passive par rapport à ça, l'intelligence positive nous invite à avoir une attitude active par rapport à ça et de rentrer dans cette perspective-là, après avoir pris soin de sa douleur, de se dire il y a quelque chose à partir de là où je vais pouvoir construire quelque chose pour pouvoir avancer sur mon chemin de vie. Alors ce sage, pour justement pouvoir avancer dans la vie, il a 5 pouvoirs. Et contrairement, je dirais, aux saboteurs, où là, on les a pas tous, certains, sauf le juge, les 5 pouvoirs, on les a tous. Donc ces muscles-là, vous les avez tous, je les ai tous. Par contre, ce sont des muscles. Et donc, comme les muscles, même si on les a tous, parfois, il y en a qu'on n'exerce pas beaucoup, et donc ils sont tout à fait atrophiés. De là, l'importance de nouveau du fitness, de ce muscle-là à travailler, c'est vraiment muscler les 5 pouvoirs du sage. Et ces 5 pouvoirs, c'est quoi? Le premier, c'est ma capacité à explorer. Le juge me dit c'est la merde, cette situation, ça ressemble à rien. Je vais basculer du côté du sage, et lui va m'inviter à explorer. Le juge me dit de regarder la situation d'un certain angle qui me fait voir des choses qui sont pas très sympas. Eh bien, le sage va m'inviter à explorer, à faire le tour de la montagne et à voir s'il n'y a pas d'autres choses à voir. Et je vais découvrir un tas de choses. Le second pouvoir, c'est l'empathie. Le juge me dit, les autres, ils sont nuls, ton conjoint, là, il fait jamais d'efforts, c'est toi qui fais tous les efforts, ou tes ados, c'est insupportable, et ainsi de suite. Eh bien, le sage va m'inviter à développer mon empathie, donc à me mettre à la place de l'autre, à rejoindre le vécu de l'autre, à le rejoindre dans ce qu'il vit, au-delà peut-être de ce qu'il dit ou de ce qu'il fait. Et l'empathie, c'est autant vis-à-vis des autres que vis-à-vis de moi-même. Quand mon juge me dit quelque part que je suis nul, que je suis pas à la hauteur, le sage m'invite à me voir avec ce regard positif, à retrouver en moi cet enfant-là, comme il y avait dans l'image pour démarrer cette présentation, toute la beauté qui est en moi, ce trésor en moi, à développer cette auto-empathie. Deuxième pouvoir. Troisième pouvoir, le pouvoir de l'innovation. Donc, typiquement, oui, j'essaye par là, ça marche pas, et ainsi de suite. OK, comment est-ce que je pourrais vraiment développer ma créativité pour trouver d'autres voies, d'autres moyens de faire, innover? Et là, c'était assez frappant. Je peux juste témoigner par rapport à ce que j'ai vécu. Moi, avant de devenir coach, quand j'étais dans mon boulot précédent en informatique bancaire, je ne trouvais pas que j'étais un type très créatif. J'avais autour de moi des gens qui l'étaient beaucoup plus, et j'admirais chez eux cette créativité. Je me voyais les capacités à structurer, à organiser, à analyser, mais pas tellement à être dans la créativité. Et puis, quand je me suis retrouvé tout seul, j'ai bien été obligé de muscler ma créativité et à innover comme j'étais tout seul. Et aujourd'hui, j'estime que je suis vraiment un type créatif, mais je suis le même qu'avant. Donc, ce que j'ai simplement fait, j'ai musclé ma capacité à innover. Le quatrième pouvoir, c'est le pouvoir de s'orienter. En anglais, il parle de navigate. Cette capacité à prendre des décisions précises, efficaces. J'ai plusieurs voies devant moi. OK, je vais prendre de la hauteur, je vais explorer,
je vais rejoindre mon ressenti, le ressenti des autres, je vais être créatif, et puis je vais prendre la décision. OK, je prends cette voie-là. Et je prends la décision parce que je crois que c'est la meilleure en fonction de ce que je ressens, de ce que j'ai analysé, de tout ce que j'ai entendu, mais aussi parce que même si je me trompe, c'est pas grave. J'ai toujours le principe du sage qui me dit que même si je me trompe, il y aura un cadeau derrière. Et donc, j'ai pas peur, quelque part, de l'échec, et je prends une décision, ce qui me permet d'avancer. Le dernier pouvoir du sage, c'est l'action. Une fois que j'ai pris la décision, j'y vais, j'agis. De nouveau alimenté par cette même conviction que même si je me trompe, même si je tombe, j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à recevoir. Voilà les 5 pouvoirs du sage. On les a tous. Simplement, je suppose que si vous pensez à vous-même, tiens, oui, cette capacité à prendre de la hauteur, à explorer, ça, je sais faire. Par contre, au niveau de l'action, souvent, j'hésite, je suis dans l'hésitation. Donc là, j'ai quelque chose à muscler, il y a des choses à faire. Voilà. Avant de passer au dernier chapitre, je vous invite à refaire un petit exercice. Cette fois-ci, on va faire les yeux ouverts. Je vous invite à prendre un objet devant vous, n'importe lequel, et vous allez le fixer de façon très forte, très précise, de façon à vraiment analyser le moindre détail de sa texture, de sa surface, moindre nuance de couleur. Regardez les reflets. Après, vous pouvez essayer de passer de ce regard précis sur les détails à un regard diffus. Vous ne voyez plus tellement l'objet, mais vous êtes dans un regard qui est un peu brouillé. En fixant le même objet, vous avez un regard qui se brouille. On va refaire la même chose avec un autre objet, ou la surface de la table, ou un vêtement, n'importe. D'abord, donc, voir le moindre détail. Puis le regard diffus. Voilà. Dernière partie. Troisième muscle à travailler. Donc, on a vu, le premier muscle, c'est intercepter les saboteurs. Donc, notre capacité, à partir du moment où on ressent ces émotions désagréables qui nous envahissent, de les arrêter. Donc, retirer sa main de la plaque chauffante dès qu'on ressent la douleur pour basculer en mode survie. Ça, on va voir maintenant comment on fait. Puis, le second muscle à travailler, c'est les 5 pouvoirs des sages. Donc, exploration, empathie, innovation, décision, donc l'orientation, capacité à naviguer, comme on dit en anglais, et puis l'action. Il nous reste maintenant à voir comment est-ce qu'on peut basculer de ce mode survie, donc de ces émotions plutôt désagréables, de ce stress, et comment est-ce qu'on peut basculer du côté de la vie. Et là, de nouveau, c'est assez frappant quand ils ont fait la recherche par l'imagerie médicale sur le cerveau. Ils voyaient qu'il y a certaines choses, quand on les fait,
on désactive cette partie du cerveau, la partie de la survie, et on active la partie vie. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été observé par l'imagerie médicale. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Faire ça, c'est les petits exercices qu'on a fait là, tout au long de l'exposé. Il faut se concentrer sur une sensation physique pendant un temps, une dizaine de secondes. Évidemment, plus vous le faites, plus la bascule va être rapide. Pendant la formation, on le fait parfois pendant 5 minutes, 10 minutes. Il faut vraiment s'entraîner à ça. Et plus aussi vous voulez être ancré dans ce mode du sage dans le cerveau de la vie, plus vous allez le faire longuement pour y être après. Alors, il y en a pas mal qui disent, mais en fait, cette approche, c'est comme de la méditation, en fait. Hein, et c'est vrai, quand on médite, on se concentre aussi sur quelque chose de précis. On pourrait dire que c'est une espèce de brique de méditation, une brique de base, quoi, de la méditation. Et donc la méditation, quand on fait d'ailleurs la formation, il dit si vous faites une demi-heure de méditation, ben, ça compte pour une demi-heure d'exercice. Donc c'est exactement dans les mêmes types de choses. La différence ici, ce que je trouvais intéressant ici, c'est que vous pouvez le faire n'importe quand. Vous êtes en réunion, vous avez votre collègue qui active vos saboteurs, vous avez votre juge qui commence à vous faire bouillir, là, dire mais enfin il raconte n'importe quoi et ainsi de suite. Vous faites un petit exercice, là vous frottez 2 bouts de doigts, discrètement, hein. Il ne doit rien voir, on ne voit rien avec les yeux ouverts et tout. Et vous faites ça. Et comme vous êtes musclé, je dois dire, ben vous activez le cerveau du sage, le cerveau de la vie. Vous pouvez l'aborder avec un autre fuel que ce fuel du stress, de la colère et de ce regard négatif par le juge, mais plutôt par l'empathie, par exemple. Ou aller n'importe utiliser un des 5 pouvoirs pour vraiment créer quelque chose et être dans quelque chose qui apporte de la paix, de la créativité, de la sérénité. Vous pouvez simplement aussi, hein, si vous vous concentrez sur différentes températures entre l'air qui rentre et l'air qui sort, c'est pareil aussi, vous pouvez le faire n'importe où, quoi. Ça, personne ne voit que vous êtes en train de faire quelque chose, peut-être simplement vous serez un peu concentré sur quelque chose, ils peuvent se dire, tiens, il a l'air un petit peu absent, je sais pas quoi. Mais c'est très, très court. Et donc, ça permet, tout en étant dans une activité, même dans une conversation, en étant au téléphone, en réunion, n'importe quoi, de basculer. On entendait assez souvent des gens qui disaient dans la formation, ils disaient, oui, moi je fais 1 heure de méditation le matin et puis je pars au boulot et après 2 heures, je sentais que ça me fait du bien, mais après 2 heures, j'ai eu tellement d'emmerdes sur le dos que je suis de nouveau en mode stress. Et donc l'idée ici, grâce à ces petits exercices, c'est que dès que vous sentez que votre cerveau de la survie est activé, tout de suite, vous basculez en faisant quelques petits exercices. Il n'y a pas besoin d'aller vous mettre dans votre dojo là, sur votre tabouret pendant une demi-heure. Vous le faites au fil de l'eau. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement sympathique. Et en le pratiquant, c'est vraiment sympa et efficace. Donc, ça, c'est simple. Hein. Dès que je prends conscience que je cultive des émotions négatives, stop, je suis en mode saboteur. C'est OK. Je fais quelques exercices pour désactiver mes saboteurs et activer le sage. Les exercices dont je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure. Et puis après, je peux ouvrir le cadeau en utilisant, je dirais, mes 5 pouvoirs, quoi, ou un de mes 5 pouvoirs. Voilà. Toujours en me rappelant la perspective du sage. Hein. Chaque problème qui vient sur moi, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours un cadeau ou une opportunité derrière. Alors, est-il vraiment possible de basculer de réaction du mode saboteur à celle du sage, même pour des problèmes lourds? Alors, plus le problème est lourd, plus il va falloir du temps pour le faire. Et plus aussi, ça va dépendre de votre condition mentale, comme je disais tout à l'heure. Pour pouvoir franchir des montagnes, il faut une bonne condition physique. Ici aussi, au niveau du mental, pour pouvoir franchir des montagnes mentale, j'ai envie de dire, il faut également une bonne condition mentale. Donc, plus je vais travailler là-dessus, plus je vais être capable de répondre rapidement et de rapidement aller basculer dans ce mode vie et explorer et utiliser les 5 pouvoirs pour justement
développer cette opportunité de recevoir ce cadeau. Et en tout cas, cultiver ma sérénité, ma paix, mon empathie pour les autres, développer ma créativité. Voilà. Ce petit schéma-ci montre assez bien les choses aussi. Enfin, je crois qu'on est tous, enfin, nombreux d'entre nous, on est formateurs et on sait bien que quand on donne une formation, oui, on fait des exercices et des choses pareilles. Enfin, à la sortie de la formation, les gens, ils savent comment faire. Mais s'ils ne pratiquent pas, s'ils ne se musclent pas, ici, ça sert à pas grand-chose. Et donc, ici, c'est particulièrement vrai. Si vous voulez intégrer ces notions-là et que vraiment elles changent votre vie, il y a un travail à faire. C'est la formation qui propose, qui est de 6 à 8 semaines. Ça prend 15 minutes par jour, mais étalé par 2-3 minutes. Et il y a 1 heure d'exposé par week-end. C'est une formation que je vis entre autres avec Aurel ici. Il propose toujours de la suivre à plusieurs, de façon à pouvoir 1 fois par semaine se retrouver et échanger. Il propose des questions. Pour les coachs, c'est une formation qui est gratuite. Il y a plusieurs sessions qui sont lancées par an, à peu près 4, je pense. Donc, il suffit de s'inscrire dans une de ces sessions-là, mais il faut s'inscrire à au moins 3 personnes. Voilà. Moi, personnellement, j'ai d'abord commencé par faire ceci, et c'est là que j'ai réellement pu travailler sur mon hypervigilance, sur ma peur du manque, et c'est vraiment là que j'ai vu cette différence, quoi. C'est assez incroyable. Évidemment, s'il offre la formation, c'est pas pour rien, c'est qu'il espère aussi vous vendre quelque chose derrière. Et donc, ce qu'il vous propose derrière, il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit. C'est un parcours pour devenir coach en intelligence positive. Ça, c'est un parcours de 6 mois que je suis en train de suivre pour l'instant et que personnellement, je trouve vraiment passionnant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à reprendre contact et je vous en dirai un peu plus. Comment ça fonctionne, les coûts et ainsi de suite. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés par l'app, je pense que si vous avez fait l'assessment des saboteurs, il y a beaucoup de chances que vous receviez l'invitation. Sinon, Aurel, par exemple, je suis quasiment certain que tu vas recevoir. Tu reçois aussi chaque fois qu'il y a une nouvelle, ce qu'ils appellent des cohortes, donc des nouvelles propositions pour les coachs. Voilà, je suis arrivé au bout de mon exposé. Je suppose que vous êtes tous endormis là. Je vais arrêter mon partage d'écran. Voilà. On n'est pas endormi, ça c'est ta croyance, Pierre. On n'est pas du tout endormi. Non, merci, c'était très très clair et même pour avoir fait du coup avec Marie, qui est dans ma team, d'avoir fait le parcours, ça fait toujours du bien déjà de se faire un rappel, de refaire une immersion dans tout ça, parce que j'avoue que les piqûres up, je les fais plus trop. Donc c'était vraiment une bonne piqûre de rappel, très bien explicitée et ça donne encore plus envie effectivement de pouvoir le pratiquer pour nous et pour nos coachés. Merci Pierre. Avec grande joie. Oui, moi, ça me donne même envie de le tester, tu vois, dès demain au boulot, tu vois. Je me dis, je suis tellement énervée en ce moment avec tout le monde que je suis même pas du tout motivée en me levant le matin. Je me dis, tiens, attends, je vais l'essayer. J'ai même pris des notes, tu vois. Malgré l'enregistrement, j'ai même pris des notes. Comme ça, Tu trouveras, pour les coachs aussi, j'ai créé un article qui résume un peu tout ce que je viens de dire maintenant sur mon blog. Et alors, j'ai également un résumé que je vais vous envoyer sur 2 pages avec les saboteurs et la théorie. Donc, c'est un recto verso. C'est pratique pour les coachings. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que dès la formation des 6 semaines, j'ai tout de suite pratiqué en coaching. Après, oh là, je vous ai perdu. Je vais juste fermer ça, comme ça, je vous vois. Non, t'entends? Voilà. Non, je t'entends. C'est moi, c'est mon écran qui est dessus. Et donc, je dois dire, la formation de coach, pour moi, elle me nourrit beaucoup. Ça permet vraiment d'approfondir, mais déjà, avec la première partie, c'était déjà vraiment inouï. Oui. Voilà. Autre question, réaction? Moi, est-ce que vous approfondissez, en fait, comment ça se passe, le fait d'aller plus loin dans cette… Le fait d'aller plus loin, donc la méthode est la suivante. D'abord, il te propose 2 parcours. Il y a un parcours qui est la formation de coach.
et il y a un parcours qui est plutôt une formation marketing-vente. Et tu fais celui que tu veux d'ailleurs. Mais les deux sont inclus. Pour chaque parcours, tu as 1 heure d'exposé, mais exposé avec c'est quasiment un coaching, quoi. Il y a du côté du coaching, il y a une visualisation quasiment à chaque exposé. Donc, il y a vraiment un travail. Et il a fait assez simple, hein. Il a enregistré la première formation qu'il a donnée en online avec toutes les questions qu'il y a derrière. Et donc, il passe chaque fois 1 heure sur chacun des saboteurs. Donc, ça lui fait déjà 10 séances, quoi, du juge au l'autre. Il passe 1 heure par pouvoir. Donc, ça en fait encore 5 de plus. Et puis, il creuse encore d'autres sujets. Il donne plein d'exemples, plein d'outils pour le coaching. Chaque fois, il donne des axes de coaching par saboteur. Il donne beaucoup d'outils. Vraiment très sympa. Oui, c'est vraiment chouette. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Moi, je trouve que ça me nourrit beaucoup. Ouais. Et pour votre info, c'est 1 000 € pour un abonnement d'1 an. Tu peux t'arrêter après 1 an. Hein. Après, si tu continues. Alors, il y a aussi d'autres trucs auxquels je ne vais pas maintenant, qui sont des webinaires online où on pose des questions sur des thèmes, des choses pareilles. Pour l'instant, je ne les fais pas. Moi, pour l'instant, j'avais commencé le parcours marketing aussi, qui est bien foutu, parce qu'il utilise aussi, dans le marketing, toute l'approche de l'intelligence positive. Donc, tous nos saboteurs, et je pense que les saboteurs pour notre approche marketing et vente, ils sont super présents. Enfin, je sais pas, je parle pour moi en tout cas. Et donc, il utilise toute l'approche pour nous aider dans la vente aussi. Donc, c'est assez intéressant aussi. Après, si je peux rajouter, quand on a fait la formation avec Marie, donc toi, tu as dû le faire aussi avec Aurèle et Evelyne, Pierre, leur application est quand même bien foutue, vraiment très intuitive, très facile à utiliser. Et c'est vraiment ça aussi qui a fait que j'ai réussi à tenir, parce que ça te donne les cours, tu as des vidéos, tu as des petits exercices, et c'est vraiment, ça facilite, on va dire, l'apprentissage. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je ne sais pas les autres si vous avez des questions ou des remarques ou des... Moi, j'ai une question, Pierre. Je suis d'accord avec toi, c'était super intéressant cette app et cette formation, ce premier module de formation, j'ai beaucoup aimé. Mais j'ai ressenti pas mal de frustration sur l'explicitation des 5 pouvoirs du sage. Oui. Je trouve que c'était qu'on passait très légèrement dessus. Autant les saboteurs étaient clairs et bien étoffés, autant les 5 pouvoirs du sage... c'était trop léger pour moi. Est-ce que la formation ensuite à 1 000 € apporte beaucoup plus sur ces 5 pouvoirs? Donc tu vas passer 1 heure d'exposé sur chacun d'entre eux déjà. Mais c'est vraiment une formation dans la durée. Ça, c'est ça qui est sympa, quoi. Tu peux travailler dessus avec tes clients et tout, tout à fait. Avec des visualisations, ouais, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, ouais. Okay. Et donne des outils pour chaque truc. Oui, c'est vraiment bien foutu. C'est bien foutu. Enfin, moi, ça me convient bien, quoi.